Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là ce soir avec Carlo Bozzelli qui va nous présenter le tarot. Donc une conférence autour du tarot, car Carlo va nous faire le plaisir également de donner une formation de 3 week-ends sur le tarot. Donc voilà, Carlo, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être là et à toi la parole. Merci Florence et bienvenue à tout le monde. Je voudrais commencer en remerciant Florence, Aurélie et Champaka pour cette opportunité que vous me donnez de parler du sujet qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire le tarot. Et j'espère de pouvoir vous donner une petite compréhension supplémentaire par rapport au tarot ce soir, pendant cette conférence. Et je remercie aussi François qui nous aide au niveau technique. Et donc, qu'est-ce que c'est le sujet que nous allons traiter ce soir? Les tarots. Quand on a l'idée de parler du tarot, la première question qu'on sort à la tête est qu'est-ce que c'est le tarot? C'est un outil qui sert à quoi? Ça, c'est la question que tout le monde se pose en général. Et je dirais que dans l'imaginaire collectif de tout le monde, le tarot est relié à ces mots, à cette pratique qui s'appelle la divination. Mais ce soir, mon espoir est de vous passer un autre message. C'est-à-dire que le tarot, ce n'est pas de la divination, mais c'est un outil qui est nécessaire, je dirais, dans cette époque, nécessaire pour se connecter à son âme. Ça, c'est le but de cette conférence. Et alors, j'ai commencé mon parcours il y a plusieurs années et avant, j'étais un vétérinaire. Donc, j'ai fait un voyage un peu plus traditionnel par rapport à mes études. Et je dois dire que ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai eu une formation scientifique. Et cette formation scientifique, je peux dire que c'est vraiment nécessaire pour approcher de façon correcte l'outil qui s'appelle tarot. Et après quelques années que j'ai travaillé en tant que vétérinaire, j'ai décidé de laisser tout et de me dédier, de me consacrer complètement au tarot. Et j'ai créé l'école qui s'appelle l'Académie du Tarot en Italie. Et voilà, la question, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le tarot vraiment? Qu'est-ce que c'est la fonction du tarot? C'est normal que nous pouvons penser à un jeu de cartes par rapport au tarot. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et tout le monde, si on a l'idée du tarot, tout le monde pense d'aller dans un magasin acheter un jeu de cartes. Mais c'est vraiment ce que nous devons penser par rapport à ce sujet, ou c'est possible de penser de façon complètement différente. Et pourquoi je suis obligé à penser au tarot en tant que jeu de cartes? Qu'est-ce qui s'est passé qui me fait penser au tarot comme ça? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse aux lettres de l'alphabet hébreu, tout le monde dit « Ah, c'est très intéressant, ça doit être quelque chose d'incroyable, c'est de l'énergie, les lettres de cet alphabet parlent sur un autre niveau. » Et tout de suite, on a l'idée de quelque chose d'ésotérique. Au contraire, avec le tarot, tout le monde pense à le tarot, mais ça va me dire le futur. C'est ça la différence en général entre le tarot et les autres disciplines. Je dirais que le tarot, c'est un peu la dernière discipline considérée dans le monde de l'ésotérisme en général. C'est ça son problème actuel. Et ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas juste parce que ce n'est pas comme ça. D'accord? Et vous voyez cette petite image. Il y a quelqu'un qui va chez le cartomancien, qui s'appelle comme ça, la personne qui en général fait la lecture du tarot. Et la femme ici demande qu'est-ce que c'est mon futur? Tell me my future. Et pourquoi on pense toujours au futur? C'est ça un gros problème au niveau antérieur. Pourquoi nous avons l'idée de penser à notre futur? Pourquoi c'est obligatoire de penser à notre futur si on pense
à la connexion avec le tarot. Ça, c'est quelque chose de très ancien. Et c'est ancestral, je dirais. Mais, et donc, c'est aussi compréhensible. Mais il faut voir que le futur, c'est un don qui vient de la connexion avec l'âme. Donc, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, pour commencer un peu à introduire le sujet, je veux partager avec vous l'idée que le tarot c'est constitué par deux typologies de groupes de cartes qui fait 78 cartes en total, qui sont appelées les arcanes majeurs, qui sont 22, donc il y a 22 arcanes majeurs, et 56 arcanes mineurs. Les deux groupes sont très importants et il faut comprendre qu'ils sont nés ensemble. Ce n'est pas vrai que les deux groupes, comme des étudiants disent, sont nés de façon séparée. Les deux groupes sont nés ensemble parce que la structure du tarot est constituée des deux groupes qui ont des fonctions spéciales. Donc, c'est quelque chose qui est né ensemble. Et les arcanes mineurs sont constitués par 40 cartes qui sont très connues, comme les cartes à jouer, par exemple, et sont divisées par 4 signes qui sont appelés denier, coupe, bâton et les épées. Et il y a aussi, excusez-moi, ça ne fonctionne plus. Il y a aussi, voilà, merci, 16 cartes qui sont appelées les honneurs, qui sont des personnages. Sont des personnages qui sont appelés le valet, la reine, le roi et les cavaliers. Et donc, en total, nous avons 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. D'accord? Voilà, si je rentre dans un magasin pour chercher les jeux de tarot, c'est passé même aujourd'hui, ici, à Bruxelles, je peux trouver, je dirais, des centaines de milliers de jeux de tarot. Mais la première question est, comment je peux choisir quel est le jeu correct que je dois utiliser pour développer ma vraie connaissance sur les sujets du tarot? Comment je peux arriver à comprendre parmi cette multiplicité de jeux quel est le jeu que je dois utiliser pour étudier? En général, les personnes ne se posent pas cette question parce qu'ils croient que c'est pareil. Je peux utiliser les jeux que ma grand-mère m'a donnés. Ou par exemple, je l'ai trouvé dans un petit tiroir et je l'ai trouvé là, donc je commence à l'utiliser. Ou quelqu'un m'a fait un cadeau. Et donc, j'accepte le cadeau et je commence à étudier le jeu de tarot qui m'a été donné. Ce n'est pas juste ça, ce n'est pas correct. Ça, c'est le premier problème qu'il faut se poser. La première question qu'il faut se poser. Comment je peux savoir s'il y a un jeu de tarot qui est un peu plus spécial par rapport aux autres? Et s'il y a quelque chose de spécial, comment je fais à établir que le tarot est relié à quelque chose d'un peu plus spécial par rapport à la multiplicité des jeux qui existent dans le monde entier? Alors, pour vous aider à comprendre un peu ce point qui en général est sous-estimé complètement, j'ai pensé de diviser un peu le monde du tarot entre deux catégories. Et c'est une simplification, évidemment, mais ça devrait vous aider à comprendre. On peut imaginer qu'il y a deux catégories, c'est-à-dire les jeux de tarot de Marseille, c'est une catégorie, et après, il y a l'autre catégorie qui s'appelle les autres jeux de tarot. Donc, c'est une catégorie très large, la deuxième. Et ici, il y a tous les jeux qui sont reliés à cette uniformité graphique qui s'appelle les tarots de Marseille. Alors, dans les jeux que ici nous avons appelés les autres jeux de tarot, nous trouvons tous les tarots qui sont utilisés dans tout le monde. Ils sont créés par les ésotéristes du passé. Par exemple, ici, vous voyez le tarot de Papus à la fin du dernier siècle. Il est très connu, par exemple. Ou le tarot de Rider-Waite, même
au début du siècle passé. Ça aussi, c'est un tarot très connu dans le monde entier. Le tarot de Crowley, c'est un tarot on peut appeler anglophone, et le tarot de Wirth. Voilà, j'ai choisi 4 tarots qui sont très connus et sont utilisés. Par exemple, le dernier ici, il est utilisé dans la franc-maçonnerie pour étudier des choses, par exemple. Et vous voyez, quel est le détail en commun entre cette typologie de tarot? Le fait qu'il y a une totale absence d'uniformité graphique. Si vous regardez, par exemple, la première carte que je montre dans les diapositives, les diapos que vous voyez ici, le mat, c'est-à-dire le mat, vous voyez que chaque mat qui appartient à chaque tarot que j'ai montré est complètement différent de l'autre. Donc, il n'y a aucune uniformité graphique et ça, ce n'est pas un détail. C'est quelque chose de très important à comprendre. Pourquoi c'est quelque chose d'important? Parce que le tarot, comme je vais chercher de vous expliquer un peu, est un langage optique. Est un langage optique et en tant que langage optique, sa graphique est fondamentale, est essentielle. Et ici, nous voyons des jeux qui n'ont pas d'uniformité et on peut se demander, par exemple, si je veux commencer à étudier le tarot et je commence à étudier le mât, je peux me demander pourquoi le mât marche de la gauche à la droite ici, dans la première carte. Mais si mon ami il a commencé à étudier lui aussi le tarot, il pourrait venir me dire, écoute, non, les maths, ils ne marchent pas de la gauche à la droite, c'est le contraire. Alors, qui a raison entre les deux? Qu'est-ce que c'est vrai? C'est vrai la première, c'est vrai la deuxième, c'est vrai la troisième, c'est vrai la quatrième. Comment je peux établir quelle est la source, la source graphique réelle du tarot? Personne ne se pose cette question. D'accord? Par contre, dans la catégorie que nous avons appelée le jeu de tarot de Marseille, il y a quelque chose de très spécial. Il y a des maîtres quartiers dans le passé. On commence à avoir des maîtres quartiers dans le monde de la catégorie du tarot de Marseille depuis le 1500, plus ou moins. Et on voit, par exemple, à travers cette image, que toutes les cartes, ici on a la même carte, la carte du mat, toutes les cartes ont une uniformité graphique totale. C'est-à-dire qu'ils sont très similaires. Même s'ils viennent de maîtres quartiers différents, d'époques différentes, ils sont très, très similaires. La question est pourquoi? Pourquoi dans la catégorie du jeu de tarot de Marseille, les maîtres quartiers ont respecté l'uniformité graphique? Ça, c'est une question très importante à comprendre. Et parmi les jeux du tarot de Marseille, il y avait un qui s'appelle le tarot de Nicolas Convert, 1760, qui a été considéré un jeu particulier, très, très spécial. Un jeu qui a été fait par cet homme, Nicolas Convert, qui était maître quartier chez le roi. Donc, il avait un degré très élevé par rapport à son travail. Et ce jeu est considéré par les experts un jeu très spécial, une sommet de perfection. Et on peut se demander pourquoi. J'ai passé ma vie à l'étudier. Ça, c'est le point essentiel à comprendre. Ça fait depuis toute ma vie que j'ai commencé à l'étudier. Et j'ai trouvé des choses très intéressantes que je chercherai de partager avec vous ce soir. Le jeu de Convert a été restauré par différents maîtres quartiers dans le temps, depuis sa naissance, dans l'année 1760. Et a été restauré par différents auteurs.
Et il y a aussi des auteurs très connus dans le monde. Et j'ai fait la même chose. C'est-à-dire, il y a quelques années, l'année 2010, j'ai décidé de le restaurer complètement pour lui restituer son esprit originaire. C'est ça exactement mon travail. Et vous voyez ici, par exemple, il y a la carte du tarot de Nicolas Convert. Et ici, c'est la carte qui est exactement la même, mais rénovée au niveau graphique, que j'ai publiée dans l'année 2010 avec l'éditeur italien Dal Negro, qui est très connu dans le monde des cartes. Et quelle est la différence par rapport aux autres cartes, aux autres jeux de tarot? Vous voyez comment j'ai fait à établir quelle est l'iconographie correcte. Hein? Pourquoi ici je devrais avoir une iconographie correcte et ici je ne peux pas dire que l'iconographie est juste, est correcte. C'est ça le point à comprendre. Et personne en général qui approche le monde du tarot, personne pense à ce problème, parce que c'est un problème. D'accord? Alors, pour arriver à comprendre la perfection de ce jeu, que j'espère avoir la possibilité de partager avec vous, il faut comprendre que le tarot est un vrai langage. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire que le tarot est un vrai langage? Le tarot est un langage symbolique. Il faut commencer à comprendre ça. Le tarot est un langage symbolique. Nous avons un peu perdu l'habitude de parler de langage symbolique parce que nous sommes habitués à parler, à utiliser des langues qui utilisent des signes, qui ont une connexion avec une signification particulière. Mais dans le monde, par exemple, nous avons encore des langues symboliques. Le chinois, par exemple, c'est une langue qui utilise des images pour exprimer des idées. Alors, si vous voulez avoir une idée de ce que le tarot représente, vous pouvez aller avec la mémoire et penser au langage des anciens Égyptiens. Hein. Les anciens Égyptiens utilisaient un langage avec des petits dessins, les hiéroglyphes. Et personne ne connaissait, avant de découvrir un certain niveau de connaissance, de signification de ce langage, quelle était sa vraie signification. Et donc, si vous voulez avoir une relation, un parallélisme correct avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert, vous pouvez imaginer que ce tarot est un langage symbolique, un peu comme le langage des anciens Égyptiens. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le symbole? Qu'est-ce que ça veut dire, le symbole? Le symbole est une image, est une image qui devient symbolique lorsqu'elle implique quelque chose au-delà de sa signification évidente et immédiate. C'est-à-dire, un symbole n'est pas justement tout simplement un dessin. Un symbole est quelque chose qui nous amène de l'autre côté. C'est un bateau qui relie les deux côtés d'une rivière. Le symbole, j'ai écrit ici, possède un aspect plus large, inconscient, qu'il est difficile d'expliquer ou de définir avec des mots. Lorsque l'esprit explore les symboles, il entre en contact avec des idées qui dépassent les capacités rationnelles. Le tarot est un langage symbolique parce que vous aidera à trouver la connexion avec quelque chose qui est au-delà de votre esprit logique et rationnel. C'est ça exactement l'idée qu'il y a derrière cette citation d'une psychologue très connue qui est Carl Gustav Jung. D'accord? Par exemple, on peut comprendre ici, il y a le mat. Le mat, qu'est-ce que c'est? Le mat, si on le regarde en tant que dessin, c'est un homme qui est en train de marcher, un homme en route. Donc, au niveau symbolique, cette carte parle du voyage. En fait, le mat ressemble à un pèlerin, par exemple, si vous le voyez, ressemble à un pèlerin. Et donc, avec la carte du mat, on peut penser à l'idée d'un voyageur, quelqu'un qui commence à faire un voyage.
hein. Et quelle typologie de voyage? Ça sera intéressant de le comprendre. Par exemple, ici, avec le mat, vous voyez, il y a le chien. Hein. Le chien, c'est un dessin, le chien en tant que dessin, d'accord, mais c'est un symbole aussi, parce que le chien, c'est un symbole de fidélité, de loyauté. Et alors, le chien devient un symbole connecté à cette possibilité, juste pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est un symbole, d'accord? Ici, vous voyez une carte qui est considérée en général difficile, et ce n'est pas vrai, mais de toute façon, on la va utiliser ici, qui est appelée la maison Dieu, est aussi appelée la tour, mais ce n'est pas juste de l'appeler comme ça. Et vous voyez, la maison peut représenter tout simplement une maison au niveau du dessin, mais en général, on pourrait penser au foyer, à la famille, hein, en tant que symbole, par exemple. Ici, vous avez une autre carte qui s'appelle l'étoile. L'étoile, pas les étoiles. En général, dans les jeux de tarot, vous trouvez les étoiles, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Ici, la carte est appelée l'étoile. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le geste, l'action de la femme? Elle verse des liquides. Et verser des liquides, ça veut dire s'investir, s'engager au niveau symbolique. Je suis en train de vous donner des petits exemples pour vous aider à comprendre ce que ça veut dire se confronter avec un langage symbolique. Chaque dessin que nous avons dans le tarot, c'est un symbole, tout simplement, c'est un symbole. Et ici, vous trouvez le denier, ça c'est un symbole, par exemple. Le denier, c'est l'or. Le symbole, l'or, c'est un minéral, et je le trouve où, le minéral? Je le trouve dans la terre. Donc, l'or est connecté à la terre, par exemple. Les coupes sont reliées à l'eau. Hein. Sont des verres qui peuvent garder de l'eau à l'intérieur. Et donc, les coupes sont reliées à l'eau. Le bâton brûle, et vous voyez, il y a des flamelles. Il y a quelque chose de brûlant. Donc, les bâtons sont reliés au feu. Et les épées sont reliées, si je veux tenir une épée dans la main, les épées sont reliées à l'air. Hein? D'accord? Et vous voyez, les 4 symboles ici sont reliés à la terre, à l'eau, au feu et à l'air. D'accord? Qui sont les 4 éléments du monde terrestre, par exemple, juste pour vous donner une petite connexion des symboles. D'accord? Voilà. Ou les tarots, ce n'est pas tout simplement un langage symbolique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, totalement nouveau dans le monde du tarot. Le tarot est aussi un langage codé. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tarot est un langage symbolique, c'est vrai, mais les symboles sont difficiles à gérer, parce que je peux utiliser un symbole d'une façon ou d'une autre, et comment je sais que c'est correct, que c'est juste? Il me faut quelque chose qui me guide pour utiliser ce langage de façon correcte, de façon précise, de façon rigoureuse. Et alors, on a dans le tarot de Marseille, de Nicolas Convert, l'idée d'un langage codé. Qu'est-ce que ça veut dire codé? Ça veut dire caché. Le tarot est un langage créé par des milliers de codes qui nous donnent la possibilité de comprendre que cette structure iconographique, cette structure constituée par des dessins est en réalité un langage parfaitement précis, réglé. Voilà, ça c'est le mot correct, réglé. Je vous donne des exemples pour comprendre. Vous voyez le Minotaure et la sirène. Le Minotaure et la sirène sont des symboles typiques dans la mythologie, par exemple. Le Minotaure, c'est connu dans la mythologie grecque. Et pourquoi j'ai écrit là assemblage symbolique? Parce que les deux symboles sont constitués par différents symboles qui sont mélangés ensemble.
Le minotaure, c'est un homme et un taureau. La sirène, c'est une femme et un poisson. Donc, il y a cette particularité de l'assemblage symbolique qui est utilisée de façon ordinaire dans le monde du symbolisme. Par exemple, dans les tarots, vous trouvez plusieurs signes astrologiques, si vous voulez, non? Ici, vous avez le Verseau, ici, vous avez le Cancer. Les symboles expriment de façon facile le signe zodiacal. Ici, vous avez les jumeaux, par exemple. Voilà, c'est facile à voir. Mais si je vous demande de trouver le Sagittaire dans les cartes du tarot, ça vous demande quelque chose, une logique supplémentaire. Et par exemple, vous pouvez le faire vous-même. Où pouvez-vous le trouver, le Sagittaire, dans le monde du tarot? Ah, c'est pas facile. Je vous rappelle que le Sagittaire est constitué un symbole constitué par un homme avec le cheval et une arc et la flèche. Hein? Donc, vous avez deux symboles mélangés ensemble. Et alors, où je peux trouver le symbole du Sagittaire dans la structure des arcanes majeurs? Qui peut me le dire, par exemple? Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident tout de suite. Hein? Je dois utiliser une logique différente. Par exemple, je vous montre. Ici, vous avez le symbole, la carte s'appelle le chariot, le centaure, hein? L'homme cheval. Hein? C'est la carte numéro 7, par exemple. Ouais, vous regardez. Mais si je reviens derrière, vous voyez que la carte numéro 7 vient après la carte numéro 6. C'est évident, sont numérotées les cartes, donc c'est facile à voir. Mais ici, j'ai un homme cheval, donc la même construction symbolique du Sagittaire, et juste à côté du chariot, vous trouvez un petit ange qui a dans ses mains, vous le regardez ici, dans ses mains, une arc et une flèche. Et donc, j'ai construit de cette façon, avec cette iconographie, j'ai construit le Sagittaire. Ça, c'est un petit exemple de code, de codification. Hein. Vous avez créé, avec un assemblage symbolique, l'arc et la flèche et l'homme-cheval, vous avez créé l'image du signe astrologique du Sagittaire. C'est un petit exemple de codification. D'accord? Je vous montre un autre exemple pour vous aider à comprendre. Ici, vous avez le maths. On a parlé, le maths, qu'est-ce que c'est le maths? Le maths, c'est peut-être que c'est nous. Hein, nous que voulons commencer un nouveau voyage dans notre vie. Alors, si vous regardez la carte, ça ressemble à un pèlerin, on l'a dit juste avant, mais vous voyez, quels sont les deux symboles plus représentatifs de cette carte? Vous pouvez un peu réfléchir sur ça. Vous voyez, il y a un pèlerin, d'accord? Après, il y a, par exemple, le petit sac, le bâton rouge, le chien. Il y a plusieurs, le chapeau, les terrains. Donc, il y a plusieurs éléments. Hein? Mais si je commence à regarder un peu la carte avec les yeux de l'enfant, et pour étudier le tarot, il faut développer les yeux des enfants. Hein? Sinon, on n'arrive pas à comprendre le message initiatique qu'il y a derrière. D'accord? Si je commence à regarder la carte avec des yeux comme des yeux d'enfant, je remarque tout de suite que j'ai deux symboles qui sont plus importants des autres. C'est-à-dire l'homme, parce qu'il est très grand dans la carte, il occupe beaucoup de place. Je dirais qu'il occupe toute la place de la carte. Donc, ça doit être très important pour la personne qui a dessiné la carte. Et le chien, parce que c'est l'autre être vivant. Donc, nous avons deux êtres vivants qui sont sur un niveau plus important par rapport à un bâton, à un petit sac ou à un chapeau. Hein, parce que les autres symboles sont inanimés.
contraire, les deux sont animés, hein, sont vivants. Donc, je comprends que dans la carte, j'ai deux symboles qui sont très importants, le chien et l'homme. D'accord? Alors, je dois me rappeler de la typologie de jeu symbolique que j'ai fait avant avec le Sagittaire, par exemple. Et vous vous rappelez, on a fait un assemblage symbolique. Donc, je peux faire la même chose ici, maintenant que j'ai compris les deux symboles, c'est-à-dire le chien et l'homme. Et si je fais comme ça, ce que je trouve à l'intérieur de cette carte est le dieu égyptien Anubis. Le dieu égyptien Anubis est un homme à tête de chien, hein, qui a avec soi des bâtons, voilà. Et si vous regardez, ça est exactement la même carte. Hein, vous regardez. Et si vous regardez aussi la position des bras, des bâtons, il y a une ressemblance particulière, hein, qui est très forte. On pourrait se demander, mais est-ce que c'est juste d'avoir cette logique? Il faut réfléchir un peu, par exemple. Il faut réfléchir et il faut se demander, mais quelle est la fonction de Anubis dans les panthéons égyptiens, de divinités égyptiennes? Il était ce qu'on appelle un psychopompe, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne les âmes dans les voyages dans l'au-delà, dans l'autre dimension. Hein? Il était la guide, on peut l'appeler comme ça, la guide du mort. Hein? C'est-à-dire que pour les Égyptiens, chaque personne, après la mort, après la vie, faisait un voyage dans l'au-delà. Et Anubis était la guide de chaque mort. Alors c'est très intéressant, si on comprend ça, c'est très intéressant de relier le personnage de Anubis avec le mat, parce que le mat du jeu du tarot de Marseille, ça vient, le mot mat a différentes significations. Par exemple, dans la langue hébreu, ça veut dire homme, du verbe mut, tuer, mais dans la langue persienne, le mot, ça veut dire mort. Exactement dans l'expression shamat, c'est-à-dire le roi est mort. Hein? Échec et mat, des échecs, ça veut dire exactement ça. Donc, les maths du tarot, ça veut dire les morts initiatiques. Donc, vous voyez, il y a une connexion avec Anubis, qui était le pèlerin, la guide du mort, dans l'au-delà de la tradition égyptienne. Et vous avez ici le mat, qui ça veut dire exactement les morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait que le mat est les morts? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qui est le mat? Le mat est chaque homme qui commence son voyage, mais qui doit mourir à quelque chose pour renaître. Et donc, dans cet codage caché, vous avez trouvé une clé pour commencer à comprendre la signification de cette carte sur un autre niveau. Par exemple, les étudiants du tarot disent que le mat, ils considèrent le tarot qui vient de l'Italie, mais ce n'est pas vrai que le tarot vient de l'Italie, et ils pensent que le mat, ça veut dire quelqu'un qui est fou. Mais ça serait bizarre de commencer un parcours de nouvelle naissance avec l'idée de devenir un peu fou. Hein? Donc, le mat n'exprime pas, même dans son iconographie, il n'exprime pas cette idée de la folie. Il exprime l'idée de commencer un voyage dans l'au-delà de soi-même. C'est ça le mat. C'est ça la signification. Hein? Donc, on pourrait dire que le mat est un homme mort. Hein? Un homme mort, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un voyage. Et quelle est la destination finale de ce voyage? Hein? La destination finale, c'est la dernière carte, évidemment. Et la dernière carte s'appelle le monde. Donc, le mat fait un voyage passant pour chaque arcane majeur jusqu'au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que chaque arcane majeur représente au niveau symbolique quelque chose que chaque homme, chaque femme a à l'intérieur de soi. Et donc, le mat doit passer à travers
soi-même à travers l'activation de parties de soi-même pour arriver à trouver la clé finale, c'est-à-dire la carte du monde. Alors, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire aller vers le monde? Qu'est-ce que ça veut dire aller vers cette carte particulière? Le monde, dans la tradition ancienne, ça veut dire le cosmos. Le cosmos, en grec, l'univers, c'est ça la signification du monde. Et quel est le sens d'aller vers le monde pour les voyageurs? Alors, regardez, par exemple, il faut se rappeler qu'il y a des codes dans le langage du tarot de Marseille de Nicolas Convert. La particularité du langage du tarot de Nicolas Convert est qu'il est un langage codé. Les autres tarots ne sont pas codés. C'est ça le point. D'accord? Alors, pour comprendre un peu mieux la carte du monde, par exemple, vous pouvez confronter deux cartes du tarot qui sont appelées les pendus, la carte numéro 12, et le monde, la numéro 21, par exemple. Et comme ça, je peux vous montrer un peu de système de codage. Peut-être que vous remarquez tout d'abord que le numéro 12, il n'est pas au milieu de la carte. Le numéro 21 est parfaitement au milieu de la carte, c'est-à-dire les deux côtés blanches sont égaux. Ici, ce n'est pas vrai. Le numéro est bougé à droite. On peut se demander pourquoi. Toutes les autres cartes, par exemple, du tarot, si vous le regardez, le numéro est toujours au milieu. Il n'y a pas des autres cartes où le numéro est bougé, sauf le numéro 12. Donc, c'est une particularité qui est péculière de cette carte. Alors, je peux commencer à réfléchir, mais pourquoi le numéro s'est bougé à droite? Qu'est-ce qu'il veut me dire, le tarot? Il veut me dire quelque chose par rapport à ça? Regardez la carte du pendu et regardez la carte du monde. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous comparez les deux cartes, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des différences entre les deux? Et si vous voyez des différences, quelles sont les différences que vous voyez? Dans ce cas aussi, il faudrait utiliser les yeux des enfants. Alors, je vous laisse la possibilité de me dire quelque chose, si vous avez envie. Qu'est-ce que vous voyez dans les deux cartes? Comme ça, on fait un peu de dialogue. Vous voyez quelque chose? Quelque chose de simple, très simple. Est-ce que l'idée, c'est de les comparer? Comparer pour trouver des différences entre les deux. Des choses... La verticalité, en tout cas, dans les deux cas. Oui, il y a une verticalité, mais il faut trouver des choses qui sont au contraire. Vous voyez quelque chose? Il y a la tête en bas, elle est la tête en haut. Mais qui a la tête en bas? Qui a la tête en bas? Et qui est le pendu? L'homme. L'homme. Et là, vous avez quoi? La femme. La femme. Homme, femme. D'accord? C'est juste. C'est quelque chose de contraire. Voilà. Après? Qu'est-ce que vous voyez? Il faut avoir les yeux des enfants. Moi, je vois une similarité, c'est-à-dire qu'ils croisent tous les deux la jambe de la main. Mais, tu as raison, mais... La jambe opposée. Exactement. Après, qu'est-ce que vous voyez? Lui est habillé et elle n'est pas très habillée. Exactement. Il est habillé, elle, c'est nu. Après, qu'est-ce que vous voyez? Les quatre personnages qui sont dans celle de droite sont dans trois en arrière et en quatrième. Donc, il y a plusieurs personnages ici. Donc, elle est en compagnie. Et lui, il est tout seul. Après, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Après, on va parler de ça, c'est juste. Après, qu'est-ce que vous voyez? De façon simple.
Les mains ici sont Croisé. cachées. Ah, caché. Cachées. Vous ne le voyez pas. Mm. Et ici sont visibles. Il regarde vers l'eau. Parce qu'il est au contraire. Donc il est obligé à regarder vers l'eau. Elle regarde vers là, le bas, la terre. Il est entouré par des bâtons avec des branches coupées. Vous voyez? Et elle est entourée par des feuilles. Les deux cartes sont complètement l'une le contraire de l'autre. Complètement l'une le contraire de l'autre. Même, par exemple, même les deux figures au niveau géométrique, c'est-à-dire les carrés et l'ovale, sont au niveau symbolique, sont le contraire. Et d'ailleurs, 12 est l'inverse de 21. Enfin, ça... Je voulais arriver à ça aussi. Ça fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Je peux aller à la diapo suivante. Non. Voilà. Regardez. Vous avez eu homme-femme. C'est vous qui avez trouvé ça. Habillé nu, seul en compagnie. Main cachée, main visible. Rectangle, carré, ovale, cercle. Jambe droite, jambe gauche. Suspendu, appuyé. Regard vers le ciel, regard au sol. Attaché, libre. 12, 21. 12, 21, ça aussi c'est le contraire. 12, 21. D'accord? Alors, vous avez commencé à comprendre qu'il y a un codage entre les deux cartes, qu'il n'a rien à voir avec la signification des deux cartes. Tout simplement, il y a un codage. D'accord? On peut aller dans les profondeurs de ça. On a parlé du rectangle et de l'ovale. Si vous pensez à une église, par exemple, l'église est bâtie à travers l'utilisation d'un rectangle ou d'un carré sur lequel vous avez l'ovale. Ça, c'est l'église, la structure classique de l'église. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le carré représente la terre, le monde terrestre, et l'ovale représente le ciel, le monde céleste. Donc, le carré et l'ovale représentent une antithèse, comme toutes les antithèses que vous avez vues ici. Mais on peut regarder combien de branches coupées nous avons ici. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 2, c'est-à-dire 12. C'est bizarre, dans la carte numéro 12, avoir 12 branches coupées. D'accord? On peut se demander quelle est la signification des 12 branches coupées. On peut se demander ça. Et on peut se demander, mais c'est ici, on a 12 branches coupées. Ici, qu'est-ce qu'on a? Parce que ça, c'est la carte du contraire. Peut-être, je dois trouver quelque chose de contraire par rapport à 12 branches coupées. D'accord? Mais j'ai déjà des feuilles, mais elles sont beaucoup plus que 12. Donc, ça me donne peut-être un petit indice, mais ça n'explique pas. Ici, il y a quelque chose qui ramène vers le numéro 12, qui est très important. Vous voyez, il y a un personnage central qui est une femme, mais autour d'elle, il y a d'êtres vivants particuliers. Par exemple, il y a un taureau, un lion, une aigle et un ange. Quelle est la signification des 4 êtres vivants autour de la femme du monde? Si vous pensez que l'ovale est le ciel, parce qu'on a dit que l'ovale représente la volte céleste, d'accord? L'ovale est le ciel. Donc, autour de l'ovale, c'est l'ovale et le ciel, vous devez avoir des étoiles, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Des étoiles. Et comment on les appelle, les groupes des étoiles? On les appelle les constellations. Alors, dans la carte du monde, peut-être que vous avez des constellations. Nous pouvons aller confronter les êtres vivants pour savoir s'ils sont vraiment des constellations. Et ici, on a le taureau. Le taureau, c'est génial, non? C'est facile à identifier. C'est une constellation très connue. Après, vous avez ici le lion, une autre constellation très connue. Et le problème est ici. Mais ici, vous avez l'ange. Et l'ange, dans le symbolisme, est le porteur de, c'est-à-dire le symbolisme de quelqu'un qui fait du service. Et le porteur de est le Verseau. Donc l'ange est la représentation symbolique du Verseau, qui est opposé dans le ciel au lion. Le grand problème, c'est l'aigle.
Parce que personne ne connaît, maintenant, tout l'ont oublié, que le vrai nom de la constellation du Scorpion, dans le passé, était Aigle. D'accord? Donc, vous avez 4 de quoi? 4 constellations de quoi? Du zodiaque. Des 12 constellations du zodiaque. Donc, le monde représente de façon, c'était une synthèse pour vous aider à comprendre, le monde représente le ciel intérieur et le ciel extérieur, le zodiaque. D'accord? Donc, les pèlerins du mat, vous voyez, c'est ça, non? C'est ça l'idée. Le Scorpion, le Lion, le Verseau et le Taureau. Et alors, ici, vous avez un être humain qui est bloqué dans la matière, complètement bloqué dans la matière. Et ici, vous avez, à la fin du parcours, un être humain qui est au milieu du ciel, c'est-à-dire au milieu de son ciel intérieur. Et pourquoi on reste bloqué dans la matière? On peut se poser la question. Pourquoi on reste bloqué dans la matière, dans la vie? Parce qu'on commence à cacher. À cacher quoi? Notre rêve les plus profondes. On commence à oublier ce qu'on avait envie de faire dans notre vie. Le pendu commence à faire ça. Il a commencé à cacher petit à petit et il se retrouve sur la tête. Et cette position, nous pouvons espérer qu'elle va l'aider à retrouver la connexion avec le ciel. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans cet archétype pendant le voyage vers le ciel. Et c'est un archétype, j'ai utilisé ça parce que c'est très commun. Beaucoup de gens que je connais qui font un voyage spirituel sont bloqués, complètement bloqués, et ils cherchent de se reconnaître à l'âme. Et le monde, c'est exactement la destination finale, c'est-à-dire la reconnexion vers le ciel intérieur, vers le zodiaque, vers son ciel intérieur, c'est-à-dire son âme. D'accord? Donc, on pourrait dire que le tarot décrit le voyage vers la liberté, vers le ciel intérieur, vers l'âme, le mat qui va vers le monde. Grâce à, j'ai écrit entanglement, j'ai utilisé un nom de la physique, comment dire, quantique, merci. Grâce à l'entanglement des codes et des symboles, le tarot devient un langage objectif et non interprétatif. C'est ça le point que je cherche de souligner dans cette petite dialogue avec vous. C'est-à-dire que tout le monde pense que le tarot doit être utilisé de façon intuitive. Le tarot est un outil qui développe l'intuition, mais qui a besoin d'être utilisé avec une logique très précise et scientifique. Je n'ai pas peur de dire ça, scientifique. Le tarot, c'est un outil qui appartient à la science sacrée. Donc, c'est très rigoureux, très précis à utiliser. D'accord? Il y a des vraies règles. Je les décris comme ça. Dans le tarot, vous trouvez une grammaire, un vocabulaire et une syntaxe, c'est-à-dire une méthode pour parler cette langue. Et pour vous aider à comprendre la différence entre la cartomancie et la tarologie, je veux ajouter quelque chose qui peut vous aider un peu. Dans la cartomancie, en général, l'idée est de prédire l'avenir. Donc, les gens demandent quelque chose au tarot pour savoir quelque chose de futur. On l'a dit avant, l'apprentissage du tarot est vraiment de lire l'avenir. Le tarot, il faut l'utiliser comme un outil de prise de conscience. D'accord? Regardez les différences entre les deux. La cartomancie montre quelque chose de subjectif, intuitif et interprétatif. La tarologie, c'est-à-dire utiliser le tarot en tant que langue, montre la possibilité d'utiliser cet outil de façon objective, logique et intuitive, les deux, et en tant que traducteur. Le tarologue, c'est-à-dire la personne qui lit les tarots, lit des phrases, ne lit pas des messages tout simplement symboliques. Ils deviennent capables de devenir un traducteur. Il y a quelques mois, je ne me rappelle plus exactement quand, j'ai été invité à l'université de Mainz en Allemagne. C'est une université pour devenir traducteur. Ils m'ont invité à parler du tarot en tant que langue ancienne pour devenir capable de traduire le message de l'âme.
Ah, c'était une expérience extraordinaire parce que les élèves, les étudiants, ils étaient jeunes, ils avaient envie de savoir qu'est-ce que c'est cette langue ancienne. Et c'était pour moi aussi, c'était une expérience très positive. D'accord? Alors, je vous montre, pour terminer un peu, je vous montre un exemple de questions qu'on peut poser au tarot. Et comment le tarot va répondre, pour vous aider à comprendre ce que j'ai cherché de dire pendant cette conversation. Imaginez, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est en train d'acheter une maison et qu'il décide d'aller chez le tarologue à poser cette question. L'achat de cette maison, est-il favorable? Alors, ça, vous trouvez les 3 cartes de réponse. Vous voyez, le mat, on a parlé d'un voyageur. On l'a dit avant, au niveau symbolique, c'est facile à dire que le mat est quelqu'un qui marche. Donc, allez. J'ai mis ici, dans la phrase que je dois construire pour comprendre la réponse du tarot, j'ai mis allez. D'accord? Je crois que c'est facile à comprendre la raison. Après, on a parlé de l'étoile. L'étoile, c'est quelqu'un qui verse des liquides. Et verser des liquides, ça veut dire mettre de l'argent. La liquidité, c'est aussi l'argent au niveau symbolique. Alors, je pourrais dire que l'étoile, voilà, ça veut dire acheter, c'est-à-dire verser des liquides. Donc, j'ai quelqu'un, le mat, qui va vers acheter, c'est-à-dire verser des liquides. Mais la question était, l'achat de cette maison est-il favorable? Donc, c'est normal d'avoir, dans la 3e carte, exactement la maison. Vous venez de construire exactement une phrase, c'est-à-dire, je suis en train d'aller vers l'achat de ma maison. Ça serait une réponse très claire à la question de la personne. Vous voyez que cette réponse n'a rien d'interprétatif. Même à ce niveau où nous n'avons pas de détails pour comprendre comment utiliser ce langage. Par exemple, je pourrais ajouter qu'ici, j'ai un homme, le mat, ici, j'ai une femme, l'étoile, et ici, je vivre ensemble. Donc, c'est une couple qui décide d'aller acheter une maison pour vivre ensemble. Ça pourrait tranquillement être une réponse du tarot à la question du consultant. Les tarots répondent avec des vraies phrases. C'est ça qui est difficile à accepter au début, parce qu'on n'a pas cette idée en général, on pense au tarot de façon complètement interprétative et intuitive. D'accord? Ici, un couple s'apprête à acheter une maison pour fonder une famille. Je vous montre, si vous me permettez, un petit exemple, un 2e exemple pour montrer que le tarot est vraiment un langage animé, comme les dessins animés des enfants. D'accord? Regardez ici, par exemple. La question, est-il bon de choisir l'opérateur, n'importe quel opérateur, pour l'électricité, pour ma maison, pour mon centre holistique? Alors, vous voyez ici la réponse du tarot avec 3 cartes. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme, impératrice. C'est facile à dire. Donc, peut-être que la femme est la personne qui est intéressée à choisir l'opérateur. Après, il y a l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il peut représenter? Il peut représenter un homme. J'ai mis ici une architecte. Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi? C'est une réponse que j'ai reçue. C'est une vraie réponse que j'ai reçue par une femme qui m'a demandé si c'était bien pour elle de choisir l'opérateur XY, n'importe quel. D'accord? Alors, la femme, c'était ici, l'impératrice, et je lui demandais, mais est-ce que quelqu'un t'a donné un conseil par rapport à cet opérateur? Elle m'a dit, oui, mon ami, il est architecte. Ah, il est architecte. Et pourquoi je peux dire que l'empereur est un architecte? Parce que vous voyez, il y a l'équerre avec la jambe et les compas sur le chapeau. D'accord? Donc, il y a l'équerre et le compas qui sont des symboles de la géométrie, de l'architecture. Donc, il peut tranquillement représenter l'homme, l'architecte, qui a donné le conseil à la femme. Et voilà
vous avez la troisième carte, la papesse. Sur la papesse, je pourrais dire n'importe quelle signification, mais vous voyez que c'est une femme qui a un contrat, un livre dans les mains. Hein. Donc, une femme, un homme architecte qui a donné un conseil par rapport à quoi? Par rapport à un contrat. Ça serait déjà une réponse qui nous fait comprendre que l'opérateur, n'importe quel opérateur, est bien pour faire un contrat. Mais si vous regardez avec un peu plus d'attention, vous trouvez qu'à côté de la papesse, il y a des torches. 1, 2. Hein, et les torches sont des symboles de lumière. Hein. Vous les voyez ici? Hein, orange et rouge. Orange et rouge. Sont deux torches à côté du visage de la papesse. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, le tarot, il dit, pour la femme, le conseil de l'architecte de faire le contrat de la lumière est parfait. D'accord? Et j'espère d'avoir donné une petite idée de ce que le tarot signifie. C'est beaucoup plus, mais dans le temps que j'avais à disposition, ce n'était pas facile de vous donner des indices pour comprendre. De toute façon, si vous êtes intéressé à commencer ce voyage, nous avons pensé d'offrir cette formation le 1er et le 2 de février de l'an prochain, ici à Bruxelles, et je serai très content de venir offrir cette formation. Et après les arcanes majeurs numéro 1, chaque personne sera dans la condition de commencer à parler cette langue. Hein, petit à petit, et au fil des 3 modules, je peux rassurer sur le fait que chacun de vous pourra commencer à utiliser le tarot dans la vie. J'ai déjà enseigné ça en Italie depuis presque 20 ans, et je peux dire quelque chose qui peut vous aider à comprendre. Tous les étudiants que j'ai eus dans le passé, et ça fait des milliers déjà, ils m'ont dit la même chose. C'est-à-dire, la vie a changé. Il y a un temps avant le tarot et il y a un temps après le tarot. Et j'espère de vous offrir cette possibilité. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse, au-delà des contacts de Champaka que vous connaissez déjà, aussi notre site internet si vous avez envie de regarder un peu. C'était en italien et en anglais. Merci beaucoup à tout le monde.